Eh, j'ai lu un truc. C'est un bouquin écrit par Pierre Kropotkin en 1902 et ça s'appelle « L'entraide, un facteur de l'évolution ». Ah bah tiens, ça m'étonne pas de toi. Non mais l'entraide, franchement... Bah oui, et alors? C'est pas bien l'entraide? Oui, c'est sympa tout ça, hein, mais bon, il y a le monde réel aussi, hein. Tu sais, là où le plus apte survit. La loi de jungle, compétition, tout ça, ça te dit quelque chose? Il me semble qu'il y a un barbu qui a écrit un livre là-dessus. T'as pas lu ça, tiens? Ah bah oui, bah justement, tiens, parlons-en. C'est du darwinisme social ce que tu fais. Et c'est juste... Du quoi? Bah, de l'origine des espèces par la sélection naturelle. Charles Darwin. Le barbu. Ah ouais, ok. Et là, quoi? Eh bien, c'est une mauvaise lecture de ce livre appliqué aux sociétés humaines, et qui justifierait les crises capitalistes et leur vague d'exclusion, voire d'élimination, comme une évolution saine et nécessaire de la société. Eh ben, c'est pas vrai? Bah non. La compétition, c'est une règle de la nature dans un contexte de rareté. Et puis même si on l'applique aux sociétés humaines, elle est où la rareté, là? Ouais, ok, j'avoue. Bon, de toute façon, on parlait pas de ça. Dans son livre, Kropotkin met en lumière... Et dit, je trouve qu'il ressemble au mec de tout à l'heure, non? Hein? Et puis, tu nous l'as pas présenté? Piotr Alexeïevitch Kropotkin est un géologue, explorateur, zoologiste, géographe, anthropologue et anarchiste russe. Ah ouais, rien que ça? Et il était aussi prince jusqu'en 1855. Ah ouais. Eh ben. Et il dit quoi sur l'entraide alors? Eh bien, après avoir montré que l'entraide est une loi de la nature et le principal facteur de l'évolution progressive... Ouais? Et il a des exemples? Bah oui, la protection mutuelle chez les petits oiseaux... D'où t'as vu ça, toi? Ah bah moi non, mais lui oui. Par exemple, sur les rivages, on observe une myriade d'oiseaux aquatiques. Goélands, hirondelles de mer, pluviers, bécasses, canards, et qui pourraient passer pour un énorme buffet à volonté pour n'importe quel faucon, milan ou aigle à passer dans les environs. Ah bah oui, tu m'étonnes, plein de petits piafs inoffensifs sans défense. Eh oui, mais non. Car lorsque l'un de ces pillards s'approche pour essayer de s'emparer de l'une de ses proies, il est repoussé par un grand nombre de ces piafs sans défense. Autre exemple, l'aigle martial, capable d'emporter dans ses serres un lièvre ou une jeune antilope, se fait mettre à l'amende par les milans qui s'associent pour lui piquer ses proies. Oui, bon, ok. Mais il y a aussi les associations de nidification, les associations pour la chasse. Oui, bon, ok. Mais ces associations existent aussi chez les loups, chez les lions. Oui, ok, d'accord. Mais comme autre exemple, il y a aussi le très faible nombre de mammifères non sociaux. Les sociétés de ruminants, de rongeurs, de singes. Oui, bon, ok, d'accord. Mais là, tu nous parles que des animaux. Et vu que nous aussi sommes des animaux, c'est pareil chez nous. Justement, dans la suite de son livre, il développe l'entraide chez les humains. D'abord chez les sauvages, puis les barbares, dans les cités libres du Moyen-Âge, et enfin chez nous. Eh bah super. Les sauvages, les barbares, non mais franchement, c'est pas très correct tout ça. Pour rappel, il écrit son livre en 1902. Quand il parle de sauvages, il parle des peuples vivant au contact de la nature sauvage, auprès desquels il a passé quelque temps lors de ses nombreuses expéditions scientifiques. Et les barbares, ce sont les peuples appartenant à une civilisation autre que la sienne. Oui, bah quand même. Parce que l'entraide chez nous, je vois pas bien où il va la chercher. Là, il rapporte beaucoup d'exemples liés à son expérience personnelle. En effet, il adhère à la première internationale en 1872. Et il montre par l'exemple le sacrifice et le dévouement de ces militants qui vont jusqu'à l'épuisement pour plus de progrès social. Les militants, ouais, franchement, je suis militant, j'ai balancé de la soupe sur une vitre et puis j'ai lancé une pétition en ligne. Ah non mais là je te parle de tracter ou de poser des affiches dans Saint-Pétersbourg en 1902. Oui bon bah en 1902 je dis pas, mais aujourd'hui. Eh bien, il parle également des sauveteurs bénévoles en mer, et c'est toujours d'actualité, c'est pareil pour les pompiers. En 2019, il y avait 53 000 pompiers professionnels contre 196 000 pompiers volontaires en France. Mais il va plus loin, et il parle également des innombrables clubs, sociétés, unions pour les plaisirs de la vie, pour l'étude, la recherche, pour l'éducation, et qui sont pour lui une autre manifestation de l'association et du soutien mutuel dont font toujours preuve les humains. Non mais arrête, il y a je sais pas combien d'exemples de gens qui se font agresser ou alors qui sont en danger devant une foule et il y a personne qui bouge. Pire, maintenant il y a même des gens qui filment. Très juste. Et pour Kropotkin, l'explication est très simple. L'homme est un produit de ses instincts héréditaires et de son éducation. Hein? Eh ben quand t'es mineur, ou que t'es marin, eh ben on est tout le temps ensemble, on a les mêmes occupations, et ça crée un vrai sentiment de solidarité. Et en même temps, les dangers environnants entretiennent le courage et l'audace. Ouais, ok. Et alors? Dans les villes, au contraire, l'absence d'intérêt commun produit de l'indifférence.
Et le courage et l'audace, qui n'ont que peu de chances de s'exercer, disparaissent ou prennent une autre direction. À ça, j'ajoute un truc qui n'est pas dans le livre. Dans une foule, le sentiment de responsabilité est dilué. Chacun est persuadé que quelqu'un va forcément faire quelque chose. Si une telle situation vous arrive, désignez quelqu'un et dites-lui « Toi, viens m'aider !» C'est l'option la plus sûre pour qu'une et souvent plusieurs personnes viennent effectivement vous aider. Merci. Et pour revenir à nos moutons, pour Kropotkin, l'entraide est la meilleure arme pour la lutte contre toutes les conditions défavorables à l'espèce. De la tribu sauvage à la commune villageoise jusqu'aux cités et leurs guildes, c'est l'entraide qui est la base de cette évolution. Ah ouais? Et les périodes de régression alors, hein? Pendant la Grèce antique, les mecs cramaient des flottes entières avec des miroirs. 1000 ans plus tard, ils étaient même plus capables de fabriquer une fenêtre correctement. Ces périodes de régression coïncident avec l'émergence d'États développés sur le modèle de la Rome impériale et qui ont supprimé toutes les institutions d'entraide. Pour lui, c'est l'entraide et la large initiative laissée aux individus et aux groupes qui ont façonné les deux plus grandes époques de notre histoire. Celle des anciennes cités grecques et celle des cités du Moyen-Âge. Ah ouais? Et la révolution industrielle alors? J'ai plutôt l'impression que ça s'est pas produit pendant une période d'entraide formidable, hein. Ça m'a même plutôt l'air d'être le triomphe de l'individualisme et de la concurrence, ce truc. Je me trompe? Ah, sur la temporalité, non. Sur les causes, oui. De quoi? Eh bien, pour Pierre Kropotkin, la révolution industrielle a pour base les progrès industriels réalisés entre le XIIIe et le XVe siècle. Que ce soit dans le tissage, le travail des métaux, l'architecture, la navigation et les progrès scientifiques auxquels ont donné lieu ces découvertes, qui sont les bases de cette future révolution industrielle. Du coup, il questionne la décadence des cités médiévales et la dépression des arts et industries comme cause probable du retard de l'arrivée de la révolution industrielle. Je suis pas sûr de comprendre. James Watt a passé presque 20 ans à réussir à construire la première machine à vapeur. Alors qu'il aurait trouvé des artisans capables de comprendre ses instructions, de réaliser ses ouvrages en métal, de leur donner la précision et le rendu artistique attendu dans la Florence ou la Bruges du Moyen-Âge. Du coup, ton raisonnement, c'est un peu comme celui de l'homme qui ne sait pas pourquoi il pleut et qui dit « Oh bah ça c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai brûlé une bestiole devant une statuette en argile. » Non mais vas-y, traite-moi d'ignare pendant que t'y es. Ah bah c'est pas moi, hein, c'est Kropotkin qui dit ça. En tout cas pour lui, l'entraide est le véritable fondement de nos conceptions éthiques. Peu importe ce qu'en pensent les gens, cause biologique ou cause surnaturelle, force est de constater l'entraide partout dans le monde animal. Et vu que nous aussi sommes des animaux, c'est pareil chez nous. Ah ouais bah tiens justement, les religions, t'en as pas parlé, hein. Avec le nombre de morts qu'elles se trimballent, il en pense quoi ton prince russe? Eh bien, il en parle, hein. Et il explique que les nouvelles religions apparaissent partout où les principes de l'entraide tombent en décadence. Leurs premiers partisans se trouvent dans les couches les plus humbles et les plus opprimées, et c'est toujours ce principe d'entraide qui est réaffirmé. Dans le bouddhisme primitif, chez les premiers chrétiens, dans les écrits des docteurs musulmans au premier temps de la Réforme, ou même dans les tendances philosophiques et morales du XVIIIe siècle, partout on observe l'abandon de l'idée de vengeance et du bien pour le bien ou du mal pour le mal. Donner plus que ce qu'on attend de recevoir est proclamé comme le vrai principe de la morale. Pierre Kropotkin lance ainsi un appel à tous les hommes de se guider avec la conscience qu'ils ne font qu'un avec l'ensemble de l'humanité. Et c'est dans une plus large extension de l'entraide qu'il voit la meilleure garantie d'une plus haute évolution de l'espèce. Et voilà, c'était J'ai lu un truc.